Je pose souvent une question super simple aux dirigeants qu'on accompagne chez GoABM. C'est qui votre client idéal? Et dans la grande majorité des cas, la réponse que j'obtiens, c'est une réponse qui est tellement vague, tellement large, qu'elle ne veut plus rien dire. D'ailleurs, une étude du cabinet Topo, qui a été rachetée depuis par Gartner, a mis un chiffre là-dessus. Les entreprises qui savent répondre précisément à cette question, elles signent 68% de contrats en plus que les autres. 68%, c'est juste énorme. C'est vraiment un vrai gouffre entre les entreprises qui savent répondre à cette question et les autres. Et la grande majorité des PME que je rencontre, elles sont du mauvais côté de ce gouffre. Tout simplement parce que personne n'a jamais pris le temps de poser une réponse précise à cette question. Alors avec Christina, on travaille avec des PME industrielles, où notre cible, c'est les entreprises en croissance, ou encore on s'adresse aux décideurs B2B. Si votre client idéal, c'est les entreprises en croissance, alors autant dire que votre restaurant préféré, c'est juste un endroit où on mange. Ça veut rien dire. Et surtout, ça permet à personne de se reconnaître dans ce que vous proposez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on creuse cette question ensemble, qu'on comprenne pourquoi c'est si difficile de mettre des mots précis sur le client avec qui on travaille le mieux, ce que justement cette imprécision coûte concrètement au quotidien, et pourquoi je pense que le moment a jamais été aussi favorable pour régler ce problème, y compris et peut-être surtout quand on est une petite structure. Avant de parler de vous, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'une boîte que beaucoup d'entre vous connaissent, HubSpot. Il y a une dizaine d'années, HubSpot, c'était déjà une entreprise de plusieurs centaines de personnes avec des moyens très conséquents et une vraie traction commerciale. Le problème, c'est que leurs clients, ils partaient presque aussi vite qu'ils arrivaient. Ils avaient un taux de rétention qui plafonnait à 65%, ce qui dans le SaaS est un signal d'alarme très sérieux. Et ils avaient beau améliorer le produit par petites touches, par-ci, par-là, rien bougeait vraiment. Quand l'équipe dirigeante a fini par se poser, puis a analysé le problème en profondeur, et Brian Halligan, le cofondateur, en a parlé publiquement par la suite, ils sont tombés sur un constat qui paraît évident avec le recul, mais qui n'était pas du tout sur le moment. En fait, ils avaient deux types de clients très différents qui cohabitaient dans leur base, qu'ils ont appelés en interne Owner Oli et Marketer Marie. Alors, Owner Oli, c'est le patron de TPE qui a 10 salariés ou moins, qui n'a pas d'équipe marketing, qui a besoin d'attirer du trafic parce qu'il part de zéro. Marketer Marie, elle, c'est la responsable marketing d'une boîte de taille moyenne qui a déjà du trafic, qui a une équipe, et puis qui, elle, a besoin de mieux convertir ce trafic en clients. C'est deux mondes qui sont complètement différents et qui ont quasiment rien en commun en termes de besoins. Et pendant des années, HubSpot avait essayé de servir les deux en même temps, avec le même produit, le même discours commercial, et puis surtout la même stratégie de contenu. Le résultat, c'est qu'ils avaient un produit qui satisfaisait vraiment ni les uns et ni les autres, et donc une rétention médiocre parce que personne se sentait vraiment compris. Le jour où ils ont tranché, où ils se sont dit, notre client idéal, c'est Marketer Oli, et on va se concentrer dessus, tout a bougé. Ils ont recentré leurs produits sur les outils de conversion plutôt que d'acquisition, ils ont adapté leur message, et puis leur taux de rétention, il est passé de 65 à 82% en à peine 12 mois. Et ça, sans changer d'outils, sans lever des fonds supplémentaires, juste parce qu'ils avaient enfin décidé pour qui ils travaillaient. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que si une boîte de cette taille, avec ses ressources et cette intelligence collective à disposition, a mis des années à comprendre qu'il fallait choisir, c'est parfaitement normal que ce soit difficile pour une PME de 15, 30 ou 50 personnes. Ça n'a rien à voir avec des questions de lucidité ou de compétence, c'est un réflexe humain qui est très profond. On a peur de se fermer des portes, on se dit que faire des choix, c'est renoncer, et puis on préfère garder un discours le plus large possible au cas où. Sauf que dans les faits, c'est l'inverse qui passe. Quand vous parlez à tout le monde, avec le même discours générique, personne se reconnaît dans ce que vous dites. Votre site web, il ressemble à celui de vos 10, 20, 30 concurrents parce que vous utilisez les mêmes formulations. On accompagne des entreprises dans leur transformation, des solutions sur mesure, une approche customer-centric, des phrases qui veulent plus rien dire précisément parce qu'elles essaient de parler à tout le monde. Vos emails de prospection, ils sont pas bons non plus parce qu'ils n'accrochent aucun problème spécifique. Et puis, vos commerciaux,
Ils passent des heures avec des prospects qui sont pas les bons, simplement parce que personne dans l'entreprise a posé noir sur blanc les critères qui font qu'un prospect vaut la peine d'être suivi. Et puis, il y a un truc qui est beaucoup plus profond et que peu de dirigeants admettent ouvertement. Accepter de définir précisément son client idéal, ça oblige à se poser des questions qui ne sont pas forcément des questions confortables. Pour qui est-ce qu'on crée une vraie différence? Alors pas seulement une différence théorique, mais une vraie différence que nos clients ils vont ressentir concrètement. Qu'est-ce qu'on fait réellement mieux que les autres? Pas simplement sur un slide de présentation ou dans une proposition commerciale. Vraiment dans la réalité du travail au quotidien. Et parfois, quand on commence à gratter, la réponse, elle n'est pas aussi nette qu'on le voudrait. Se spécialiser, ça fait super peur parce que du coup, vous pouvez plus vous cacher derrière un discours qui s'adresse à tout le monde. Vous devez arriver à assumer ce que vous faites et surtout pour qui vous le faites. Et ça, c'est un vrai cap que beaucoup de dirigeants n'osent pas franchir. Alors concrètement, comment on sort de cette situation? La démarche qu'on propose avec Christina aux dirigeants qu'on accompagne chez GoABM, elle tient en 3 étapes. Et la première, c'est un exercice qui a l'air de rien, mais qui est redoutablement révélateur quand on le fait sérieusement. Je vous demande de prendre en fait vos 10 ou 15 meilleurs clients. Et quand je dis les meilleurs, je ne parle pas forcément de ceux qui vous rapportent le plus de chiffre d'affaires. Parfois, vos plus gros clients, c'est aussi ceux qui vous prennent le plus la tête. Je parle vraiment de ceux avec qui la collaboration, elle fonctionne super bien, ceux où vous sentez que vous apportez vraiment de la valeur que personne d'autre apporterait aussi bien, ceux qui restent depuis très longtemps, qui reviennent, qui vous recommandent sans qu'on leur demande. C'est vraiment eux vos meilleurs indicateurs, même si en termes de montant, c'est pas eux qui vous rapportent le plus. Pour chacun de ces clients, je vais vous demander de vous poser 4 questions. La première, c'est quelle était leur situation au moment où ils vous ont contacté? Alors pas leur secteur d'activité, mais vraiment leur situation concrète. Est-ce qu'ils étaient en croissance rapide et donc débordés? Est-ce qu'ils venaient de perdre un gros client et ils devaient réagir vite? Est-ce qu'ils avaient un problème réglementaire à résoudre? Est-ce qu'ils venaient de recruter un nouveau directeur qui voulait changer les choses? Bref, il y a plein de choses et plein de situations. Et c'est cette situation de départ qui compte parce que c'est elle qui a déclenché leurs besoins. Pas le fait qu'ils soient dans l'industrie ou qu'ils aient 200 salariés. C'est vraiment le fait qu'à un moment, ils aient eu ce problème et que ce problème a nécessité pour eux de rechercher une solution. La deuxième question, c'est quel problème précis vous avez résolu pour eux? Et ça, il va falloir le formuler en une seule phrase. L'objectif, c'est pas d'écrire 10 pages de contenu, c'est vraiment de le formuler en une seule phrase. Vraiment le problème pour lequel ils ont signé. La troisième question, c'est pourquoi ils sont venus chez vous plutôt qu'ailleurs? Parce que la réponse à cette question, elle va vous dire quelque chose de fondamental sur votre avantage concurrentiel réel. Pas celui que vous allez afficher sur votre site, mais celui que vos clients y perçoivent vraiment. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qui fait que la relation, elle dure, qu'il reste, qu'ils vont pas voir ailleurs? Parce que ce qui retient un client, c'est rarement la même chose que ce qu'il a attiré au départ. Quand vous faites cet exercice, et que vous le faites avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible, et que vous mettez les réponses côte à côte, ce qui va probablement émerger, c'est que vos meilleurs clients, ils se regroupent en 2 ou 3 familles distinctes. Pas une seule, mais rarement plus de 4. 2 ou 3 profils, c'est des profils types, avec chacun une situation de départ différente, un problème différent et une raison différente de travailler avec vous. Et ces familles, c'est ce qu'on appelle des verticales. C'est la deuxième étape, accepter que vous avez plusieurs types de clients idéaux et que chacun mérite un discours adapté. Alors, on va prendre un exemple concret pour que ce soit vraiment très tangible pour vous. Imaginez, vous êtes une ESN, une entreprise de services numériques, en gros d'une quarantaine de personnes. En faisant cet exercice, vous réalisez que vos meilleurs clients, ils se répartissent en 3 catégories. Premièrement, vous avez les laboratoires pharmaceutiques de taille moyenne qui ont des enjeux de conformité réglementaire sur leur système d'information, par exemple. Des entreprises logistiques qui doivent connecter leurs outils de gestion avec ceux de leurs transporteurs. Et puis, vous avez les PME industrielles qui, elles, veulent moderniser leur suivi de production.
En gros, vous avez trois mondes complètement différents, avec des vocabulaires différents, des cycles de décision différents, des peurs et des motivations très différentes. Si vous parlez à ces trois cibles avec le même message, en gros, on est une ESN qui est spécialisée dans l'accompagnement digital des entreprises, aucune d'entre elles ne se sentira particulièrement concernée. Vous êtes en gros une ESN parmi des milliers d'autres dans votre pays ou dans votre région. En revanche, si vous dites au directeur qualité d'un labo, on sait que la prochaine inspection à NSM, eh ben, elle vous empêche de dormir et que votre SI actuel, il ne vous permet pas de tracer correctement vos lots, voilà comment on a résolu ça, nous, chez trois de vos confrères. Et bien là, vous avez toute son attention. Parce que là, vous parlez son langage et vous montrez que vous avez déjà résolu ce problème pour des gens comme lui. Et cette façon de travailler par verticale, en adaptant votre message à chaque famille de clients, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle de l'ABM, de l'Account Based Marketing. Quand on retire le jargon et puis toutes les couches d'outils sophistiqués qu'on a empilés par-dessus, en fait, l'ABM, c'est une idée qui est super simple. Ça signifie concentrer ses efforts sur des segments précis et leur parler avec suffisamment de précision pour qu'ils se disent, eux, eh ben, ils comprennent vraiment mon métier. C'est tout. Rien de plus. Alors, pourquoi la plupart des PME ne le font pas, même quand elles en comprennent l'intérêt? Eh ben, pendant longtemps, la réponse, elle tenait en un seul mot. En gros, le coût. Ça coûtait super cher. Et je parle pas d'un coût théorique, hein. Je l'ai vécu personnellement et je l'ai vu chez des dizaines de clients. Il y a 4 ou 5 ans, quand vous vouliez décliner votre approche marketing par verticale, voilà à quoi ça ressemblait dans la vraie vie. Pour chaque verticale, il fallait créer une ou plusieurs pages web dédiées, avec du contenu très spécifique. Ça voulait dire briefer une agence web, attendre 3 semaines, payer entre 1500 et 3000 euros par page. Il fallait rédiger des cas clients, des contenus de référence adaptés à chaque secteur. Ça voulait dire trouver un rédacteur qui comprenne vraiment le domaine ou faire appel à un consultant à 600 ou 800 euros la journée, voire même beaucoup, beaucoup plus en fonction des typologies d'entreprise. Et puis ensuite, il fallait construire des séquences d'emails personnalisées. Ça voulait dire encore du temps de rédaction, encore des paramétrages. Et il fallait potentiellement s'équiper d'une plateforme ABM dédiée et d'outils pensés pour des entreprises avec des équipes marketing de 10 ou 15 personnes et des budgets en conséquence. Quand en gros, vous faisiez l'addition de tout ça, aborder sérieusement ne serait-ce que deux verticales, eh ben, c'était un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros avant même d'avoir envoyé le premier message. Autant dire que pour une PME avec un responsable marketing à temps partagé, un budget communication qui en gros représente quelques milliers d'euros par mois, c'était tout simplement hors de portée. Le travail par verticale, ça restait en fait un luxe qui était réservé aux grandes structures et les PME, elles étaient condamnées au discours un peu passe-partout, le discours générique, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et la troisième étape, c'est de comprendre que cette barrière économique, elle a largement disparu grâce à l'intelligence artificielle. Quand je dis ça, je suis pas en train de vous faire un discours commercial sur l'IA, ou de vous dire que ChatGPT, Claude ou Gemini va remplacer votre équipe marketing. Moi, je vous parle d'un changement très concret qu'on vit au quotidien dans notre activité et qu'on voit chez les dirigeants qu'on accompagne. Aujourd'hui, un dirigeant de PME qui a fait le travail en amont, c'est-à-dire qui a identifié ses verticales et qui comprend les problèmes spécifiques de chacune, il peut décliner son approche marketing avec un niveau de ciblage très fin en une fraction du temps et du budget que ça aurait coûté il y a 3 ans. Je vais vous donner un exemple super concret pour que vous mesuriez l'ampleur du changement. Alors imaginez que vous avez identifié 3 verticales, industrie, pharmaceutique, logistique et industrie manufacturière. Avant, l'IA, adapter votre page d'offres pour chaque verticale, ça vous aurait coûté donc entre 5 000 et 10 000 euros en développement et en rédaction. Et là, je suis vraiment sur la frange très basse. Aujourd'hui, si vous avez une page d'offres qui fonctionne pour une verticale, vous pouvez la décliner pour les 2 autres en quelques heures, voire quelques minutes, en nourrissant votre outil d'IA avec votre connaissance du secteur et les problématiques spécifiques que vous avez identifiées dans l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Vous prenez votre meilleur cas client dans la pharma. Vous prenez les réponses aux 4 questions que vous avez documentées et vous demandez à l'IA de vous aider à reformuler votre proposition de valeur
en utilisant le vocabulaire et les enjeux de ce secteur précis. Pas en mode écris-moi un texte marketing sur la pharma, ça va vous donner du contenu un peu pourri, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais en mode voilà le problème concret que j'ai résolu pour ce labo, voilà comment je l'ai résolu, aide-moi à le formuler clairement pour un directeur qualité qui se prépare à une inspection à NSM. Et là, ça change tout parce que dans le deuxième cas, vous partez de votre vraiment de votre réalité terrain. Et l'IA, elle va vous aider à la structurer, à la décliner et pas à la réinventer. La même chose vaut pour toutes les séquences d'emails que vous pouvez produire pour les posts LinkedIn, pour les argumentaires commerciaux. En fait, ce qui prenait des semaines de travail avec un prestataire ou des prestataires spécialisés, ça peut se faire maintenant en interne. À condition, et ça c'est la condition essentielle, que vous ayez la matière première, c'est-à-dire la compréhension très fine de vos clients. Et c'est là que je veux insister sur un point, parce que je voudrais pas que vous repartiez de cet épisode avec l'idée que l'IA va tout résoudre. L'IA, elle remplace pas la réflexion stratégique. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, si vous n'avez pas identifié les vrais problèmes de vos verticales, l'IA va simplement vous permettre de produire du contenu hyper générique, beaucoup plus vite, mais ça va pas avoir grand intérêt. Et c'est même contre-productif parce que ça va vous donner l'illusion de faire du marketing ciblé, alors qu'en fait, ce que vous allez faire va pas servir à grand-chose. L'IA, elle accélère ce que vous mettez dedans. Si vous mettez de la connaissance client très précise, si vous obtenez en gros vraiment des vraies verticales parce que vous avez fait un vrai travail de réflexion, et ben au bout de tout ça, vous allez obtenir du contenu pertinent à grande échelle pour un coût qui était impensable il y a 3 ans. Et si par contre, vous mettez à l'intérieur de tout ça des choses pas précises, et vous allez obtenir des choses pas précises et donc inintéressantes, et ça en plus grande quantité. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Pour la première fois dans l'histoire, les PME, elles ont accès aux mêmes mécaniques que les grands groupes en matière d'ABM. Le budget et les outils, c'est plus des barrières. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est de savoir pour qui on travaille, de bien comprendre les enjeux en profondeur et d'avoir le cran de se concentrer plutôt que de disperser ses efforts. Alors voilà la question que j'aimerais vous poser. Et j'aimerais vraiment que vous preniez 30 secondes pour y répondre. Et pas juste comme ça, mais vraiment essayer de le poser sur le papier, de formuler une réponse que vous pourriez dire à voix haute à quelqu'un. Si demain matin, un confrère, un concurrent, etc., vous demandait de décrire votre client idéal en 3 phrases, pas seulement son secteur d'activité ou la taille de sa boîte, mais vraiment sa situation concrète, le problème principal qu'il cherche à résoudre, et la raison pour laquelle c'est vous qui êtes le mieux placé pour l'aider, est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous pouvez le faire, et le faire avec suffisamment de précision pour que votre client idéal, en vous entendant, il se dise c'est exactement ce que je vis en ce moment, alors vous avez une vraie longueur d'avance sur la majorité des PME B2B que je rencontre. Et vous avez le socle pour commencer à travailler par vertical et à construire une approche ABM concrète avec les moyens accessibles qui existent aujourd'hui. Si vous n'y arrivez pas, et là-dedans, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est la situation que la plupart des dirigeants qu'on accompagne avec Christina sont quand on commence à travailler ensemble, alors c'est par là qu'il va falloir commencer. Avant de souscrire un nouvel outil ou de vous inscrire à une énième formation, posez-vous tout simplement cette question. Pour qui est-ce que je crée le plus de valeur et comment je leur parle pour qu'ils se sentent véritablement compris? Ce que je vous propose cette semaine, c'est de faire cet exercice dont j'ai parlé, dont je viens justement de vous parler. Prenez une feuille, ouvrez un tableur si vous préférez, listez vos 5 à 10 meilleurs clients, donc les meilleurs, pas les plus gros, et pour chacun, répondez aux 4 questions. Leur situation de départ, le problème que vous avez résolu, pourquoi ils sont venus chez vous, et ce qui a fait que la relation, elle dure aujourd'hui encore. Vous allez mettre toutes les réponses côte à côte et vous allez regarder les points communs. Comme je vous ai dit, ce qui va probablement vous surprendre, c'est que les regroupements, ils vont pas se faire forcément là où vous les attendiez. Peut-être que vous pensiez que votre force, par exemple, c'était votre expertise technique, et en fait, ce qui revient au final chez tous vos meilleurs clients, c'est votre capacité à comprendre vite un contexte métier et à proposer une solution vraiment pragmatique.
Peut-être que vous pensez que votre marché naturel, c'était l'industrie. En fait, eh ben, vous allez découvrir que vos meilleurs clients, c'est des entreprises de services qui partagent le même type de problème organisationnel. Ce genre de découverte, on le voit régulièrement et c'est souvent un déclic. Vous allez voir vos verticales se dessiner, parfois c'est évident, parfois ça va peut-être vous surprendre et ça va peut-être vous remettre en cause. Et ce document, aussi simple qu'il soit, eh ben, il va valoir plus que n'importe quel outil marketing que vous allez payer super cher. Parce que c'est à partir de là que tout le reste va devenir possible. Si ce que j'ai dit aujourd'hui vous parle, si vous sentez que cette difficulté à définir précisément à qui vous vous adressez vous freine dans votre développement, et c'est un frein qui touche tout, hein, la prospection, le marketing, la façon dont vos commerciaux ils présentent votre offre, et ben c'est exactement ce qu'on fait avec Christina chez GoABM. On vous aide à identifier vos verticales prioritaires, on vous aide à formuler un discours qui parle vraiment à chacune d'entre elles, et on vous aide à mettre en place un système qui tourne avec ce que vous avez aujourd'hui, sans vous farcir d'outils et sans exploser votre budget. La question de cet épisode, elle tient en une phrase. Est-ce que vous connaissez vraiment votre client idéal ou est-ce que vous vous contentez simplement de quelque chose d'approximatif et au final, ça vous coûte bien plus cher que ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez qu'on en parle, qu'on regarde ensemble ce que ça donnerait pour votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous sur notre site internet goabm.io. Ça permettra d'échanger ensemble et puis nous, en tout cas, avec Christina, de vous dire franchement ce qu'on perçoit pour votre entreprise. Et dans le prochain épisode, j'aimerais qu'on parle de ce qui vient juste après. En fait, une fois que vous avez identifié vos verticales, comment est-ce qu'on construit un message qui fait vraiment mouche? Pas simplement un message marketing que vous allez pouvoir retrouver chez tous vos concurrents, mais vraiment un message qui fait que vos prospects, ils s'arrêtent et ils se disent, eux, eh ben, ils comprennent vraiment mon problème. Et on parlera justement de la différence entre un message qui résonne vraiment et un message qui, en gros, va finir directement à la corbeille. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très vite sur GoABM. Au revoir.